On est la plateforme d'accompagnement et de répit de Tournan-en-Brie. Là, vous avez qu'une petite partie de l'équipe, puisque vous avez à ma droite, à moi, la psychologue, et à ma gauche, qui se cache, Laetitia, qui est travailleur social sur la plateforme. Donc, les plateformes d'accompagnement et de répit, on va vous expliquer nos missions. Alors, de façon générale, les nôtres plus particulièrement avec une photographie à un instant T sur notre rapport d'activité de l'année dernière et puis une situation en exemple qui pourra vous aider à suivre. Donc déjà pour commencer, on va vous présenter le territoire. Donc initialement sur l'ouverture de la plateforme en janvier 2013, on était sur 89 communes centre Seine-et-Marne. Puis notre direction de l'époque a souhaité répondre à un deuxième appel à projet. Donc on est sur 230 communes centre Seine-et-Marne. Donc on couvre un tiers, un gros tiers de la Seine-et-Marne. On va de Ponto à Provins et de Champs à au-dessus de Melun, pour faire simple, sur les grosses communes connues. Donc le nord est couvert par une autre plateforme et le sud également. En termes d'équipe, donc moi je suis le cadre de santé, je suis infirmière de formation. Donc on a Laetitia qui est CESF qui est à temps plein. On a 1,4 ETP de psychologue puisque vu l'étendue du territoire, on a Justine qui est à temps plein sur le tournant et une grosse partie de ses environs. On a un psychologue qui intervient sur Coulommiers et on a une psychologue qui intervient sur Provins. Ensuite, on a une ASG qui va intervenir pour proposer du répit à domicile aux aidants et on a une fois par semaine une psychomotricienne qui va pouvoir faire des évaluations à domicile et proposer éventuellement s'il y avait besoin des séances pour la suite. Et puis après, l'équipe, elle est constituée de partenaires avec lesquels on travaille toute l'année. Donc, ça peut être esthéticienne, professeur de tai chi, professeur de yoga, ça peut être des séances de maquillage. On va vous expliquer tout ça. Donc, il y a sur les plateformes d'accompagnement et de répit, il y a des critères d'inclusion. Donc, nous, on va accompagner tous les aidants, et je dis bien les aidants et pas les aidés, qui accompagnent eux-mêmes un proche en perte d'autonomie qui a 60 ans ou plus et qui est au domicile. Ça, c'est vraiment un des critères impératifs. Il faut que l'aidé y soit au domicile et qu'il ait au moins 60 ans. Alors, évidemment, si c'est une maladie d'Alzheimer forme jeune et que la personne elle a 58 ans, on va quand même l'accompagner. Donc, on va faire des orientations et on va pouvoir, sur un premier rendez-vous, on va faire un point sur la situation qui va nous permettre ensuite d'orienter l'aidant en fonction des besoins qu'il y aurait vers du soutien psy, vers des activités, ça peut être vers de l'hébergement temporaire, ça peut être vers du SIAD, du SAD, ça peut être l'aider à mettre en place des mesures de protection parce que des fois, il n'y a rien de mis en place. Voilà. Ça peut être constituer un plan, un dossier à pas, parce qu'en fonction des situations, soit il n'y a rien en place lorsqu'on arrive, soit l'aidant, il nous a été orienté, il y a déjà des petites choses en place. Il y a déjà des petites choses en place et du coup, voilà, on s'adapte. Donc l'aidant, il peut nous rencontrer soit dans nos locaux, soit on va au domicile. Donc il n'y a pas de liste d'attente. Donc là, on vous a remis l'émission des plateformes en règle générale, donc orientée. Donc c'est tout ce qui va être expliquer sont les solutions de répit. Donc qu'est-ce qu'un accueil de jour, qu'est-ce qu'un séjour temporaire, qu'est-ce que le répit à domicile. Donc soutenir, bon, c'est surtout le travail de nos psychologues qui peuvent permettre un soutien psychologique. Et il faut savoir que ce n'est pas limité dans le temps. C'est pas juste 5 séances ou 10 séances. S'il faut suivre un aidant pendant 3 ou 4 ans, c'est tout à fait possible tant que le proche est encore à domicile. On est là également pour former, sensibiliser et pour assurer un suivi social lorsque les aidants sont pas en capacité de le faire. Et puis du coup, nos missions, c'est quand même de favoriser le maintien à domicile et de proposer des activités de répit aux aidants pour qu'ils prennent du temps pour eux. Puisqu'initialement, les plateformes, elles ont été créées parce que les aidants finissaient par décéder avant l'aider.
C'est toujours le cas, mais on espère que sur les dossiers qu'on suit, ça se passe un peu mieux qu'il y a quelques années. Donc, on vous a fait une petite photographie donc pour 2024 sur notre bilan d'activité. On a suivi 76% de femmes, 42% des aidants qu'on a suivis ont plus de 70 ans, donc ils sont quand même relativement âgés, mais on a aussi des aidants qui sont encore salariés, conjoints ou enfants. 51% des aidants qu'on suit sont des conjoints et 41% sont des enfants. Le reste, bah, ça peut être des neveux, des nièces, un voisin, des petits-enfants, ça nous est déjà arrivé. Voilà, l'éventail reste somme toute assez large. Par rapport à la personne aidée, elle accompagne elle-même un proche dans 45% des cas, il est atteint d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Dans 18% des cas, c'est une autre maladie neurodégénérative. On a 10% d'AVC, 15% de perte d'autonomie et 12% c'est les sans diagnostic. Alors, pour la petite histoire, on va dire qu'à l'ouverture en 2013, on avait énormément d'aidés qui n'avaient pas de diagnostic parce que le médecin traitant, il disait que ça servait à rien, c'est de la démence du sujet âgé, c'était normal. Avant le Covid, on va dire que jusqu'en 2020, ça avait quasi disparu. On avait 98% des dossiers qu'on suivait qui avaient un diagnostic ou qui étaient en cours de diagnostic. Et depuis le Covid, on rencontre à nouveau une forte augmentation des dossiers où il n'y a pas de diagnostic et où les aidants ne posent pas de diagnostic. Ils ne font pas en consultation mémoire ou autre. En tout cas, à nouveau une forte augmentation. Et c'est pas un critère de prise en charge, voilà, qu'il y ait un diagnostic ou non, on accompagne de toute manière les dents. Puisque de toute façon, on est sur la perte d'autonomie. Donc, pareil sur un petit profil de notre activité, ça donne pour 2024 3900 entretiens téléphoniques, 595 rendez-vous individuels, 406 séances de répit à domicile et une file active de 142 dossiers, dont 152 nouveaux. Donc, on a un renouvellement depuis plusieurs années, à peu près de 50% de la file active chaque année, puisque les autres 50%, soit ils rentrent en EHPAD, soit malheureusement, bah, ils décèdent. Donc, On a quelques déménagements et aussi. puis quelques déménagements. De plus en plus, depuis le Covid, également des déménagements sur d'autres régions de France. Du coup, on participe forcément à des choses sur le territoire. Donc, pareil, quelques petites choses qu'on a fait en 2024. Donc, on a participé à des forums des aidants, donc Coubert, Brie-Contrebert notamment. On a fait un salon du bien-être dans nos locaux. On a organisé également une pièce de théâtre avec un débat avec la compagnie Entrée de jeu. Il y a eu 274 activités, ateliers de relaxation et de bien-être et 78 ateliers sportifs ou d'activités sportives adaptées. Donc, je te laisse, Pour illustrer un petit peu du coup certains profils, en tout cas des dents qu'on peut accompagner, on voulait vous parler de Madame S, qui a 69 ans, qui est dente de son mari qui a eu, à la base, qui était diagnostiqué avec maladie d'Alzheimer, et en fait, ça s'est plutôt situé après sur une maladie à corps de Lévy. Elle est rentrée dans notre file active il y a 3 ans maintenant. Elle nous a été orientée par l'ESA. C'est vrai qu'on a, dans une des diapos au début, on expliquait aussi comment les aidants arrivent jusqu'à nous. Ça peut soit être orienté par des partenaires, donc là en l'occurrence c'était l'ESA, ou alors les aidants nous contactent directement parce que c'est du bouche à oreille et que ils ont connu quelqu'un qui était passé par chez nous. Donc là, c'est l'ESA qui nous l'avait orienté. La première intention de cette orientation, c'était surtout de soutien psychologique, puisque Madame S était plus qu'au bord de l'épuisement. Et du coup, les ASG de l'ESA étaient assez préoccupés de son état. Donc, on dirait que la porte d'entrée, ça a été, donc moi, avec l'accompagnement psychologique, et petit à petit, avec le lien de confiance qui s'est installé, on a réussi à amener Madame à
utiliser tous les leviers qu'on peut mettre en place à la plateforme. Donc, ça a commencé après par le répit à domicile. Donc, on a notre ASG qui peut aller une matinée ou une après-midi. Alors, on le fait entre 5 et 7 fois dans l'année. En fonction de la file active, ça peut être aussi tous les mois. Là, en l'occurrence, ça a été tombé sur un moment où ça pouvait être fait tous les mois. Donc, elle a commencé à prendre confiance avec l'ASG. On a la chance que ces ASG, du coup, elles tournent sur l'équipe du CAJA. Donc, du coup, ça a permis de se mettre en confiance après pour intégrer, du coup, l'accueil de jour. Donc, son mari, du coup, a pu par la suite, du coup, intégrer l'accueil de jour. Et oui, quelques mois plus tard, elle a sollicité elle-même du coup un séjour en hébergement temporaire, puisque pour la première fois en presque 20 ans, elle s'autorisait à partir en vacances. Donc du coup, nous a confié, elle a confié à l'établissement du coup, enfin, à l'EHPAD qui est rattaché à la plateforme du coup son mari. Et récemment, pour des raisons de santé, du coup, elle a fait la demande d'une entrée en hébergement permanent. Et du coup, monsieur est entré en EHPAD en janvier ou février 2025. On voulait vous parler de cette personne-là pour vous montrer en fait vraiment l'accompagnement sur la durée et un petit peu tout le parcours, comment la plateforme peut être présente du début du parcours jusqu'à vraiment la sortie du coup du domicile. Et que du coup, le fait d'avoir ce fil rouge d'accompagnement est souvent un gage du coup de sécurité et de confiance pour les aidants. Et je tiens à préciser sur la partie EHPAD que du coup, bah, son intégration s'est réalisée dans de bonnes conditions. C'est quand même un monsieur qui a des troubles du comportement très importants et qui doit être suivi en UP. Il a limite le profil d'une UHR. Et du coup, bah, elle fait pleinement confiance aux équipes et ça, c'est plutôt apaisant parce que voilà, quand les proches rentrent directement en UP, c'est souvent des accompagnements qui sont très complexes sur l'EHPAD et du fait qu'elles connaissent déjà une partie de l'équipe de la structure, ça a vraiment facilité les choses et elle fait pleinement confiance aux soignants, ce qui est plutôt rare quand même de nos jours depuis les différentes affaires qu'il y a eu. On est quand même sur beaucoup d'aidants qui sont sur la défensive, qui posent beaucoup de questions, qui font pas confiance. Et là, c'est quand même pas du tout le cas. Ça s'est plutôt bien passé. L'intérêt du coup d'y aller Voilà. progressivement et avec les hébergements temporaires. Et alors, c'est vrai que pour le moment, du coup, le lien, alors on pourrait dire que en termes d'accompagnement psychologique, je pourrais arrêter une fois que l'aider du coup est entré en institution, puisqu'après tout, ça sort de nos missions de maintien au domicile. Il s'avère que bah, on s'attache quand même aux aidants qu'on accompagne et que du coup, cette dame-là a préféré, parce que l'entrée s'est bien passée, mais il y a toujours quand même un peu de culpabilité hein, voilà, qui reste sous-jacente. Donc voilà, je continue du coup à voir Madame un peu plus espacée qu'avant parce que bah voilà, c'est un peu le compromis qu'on a trouvé pour que je puisse continuer à l'accompagner. Euh, mais c'est vrai que oui, je continue à voir Madame pour la déculpabiliser de cette prise de décision. Et un autre profil, du coup, Madame B, pour vous montrer un peu, voilà, illustrer les autres activités de la plateforme. Du coup, Madame B, elle a 59 ans. Elle est aidante de sa belle-mère et elle, pour le coup, elle se saisit vraiment de la plateforme sur la partie répit, c'est-à-dire qu'elle va participer beaucoup aux activités qu'on met en place. Là, par exemple, cet été, on fait beaucoup de randonnées. Bon, qu'on a annulé à cause de la canicule pour cette semaine, mais en temps normal, du coup, voilà, beaucoup d'activités. Et du coup, voilà, Madame B, ça va plutôt être, elle, pas forcément ce qui va être les orientations ou les aides administratives, mais vraiment la partie répit, notre casquette vraiment répit, avec du coup les activités, que ce soit du coup les activités collectives, mais aussi les activités individuelles. On propose notamment des séances de massage à domicile ou on met à disposition du coup l'EHPAD nous met à disposition du coup une salle pour ces massages-là. Donc elle vraiment, elle s'est vraiment saisie du coup de la plateforme sur la partie s'octroyer du temps pour elle, s'autoriser du temps pour elle, afin de reprendre des forces, mine de rien, pour l'accompagnement au long cours de sa belle-mère. On l'a évoqué assez rapidement. Il faut savoir aussi que sur les plateformes,
je reviens dessus, c'est qu'on a aussi des missions de sensibilisation et de formation auprès des aidants. Donc, nous, on les fait beaucoup en partenariat avec France Alzheimer, qui, du coup, fait ses sessions de formation parfois dans nos locaux, qui fait aussi ses groupes de parole. Et on peut le faire aussi en propre. Alors, pas forcément nous qui faisons les sensibilisations, mais plutôt des partenaires. Donc, cette année, on a fait gestes premiers secours. Et puis, on a fait gestes et postures. En fonction des besoins, on a fait aussi des ateliers prévention des chutes. En fonction des besoins qui sont remontés par les aidants, en fait, on va adapter ce qu'on propose. Et il y a des activités qui vont dire, on va dire qu'elles sont fixes sur l'année. Donc, ça va être tout ce qui est massage, répit à domicile, tai chi, sophrologie. Et après, de façon trimestrielle, on va proposer des activités qui vont être différentes. Donc là, effectivement, sur l'été, on fait énormément de rando et cet hiver, on fera des choses un petit peu différentes en fonction des besoins qui nous sont remontés. Ça peut du coup être des ateliers maquillage, des soirées karaoké, parce qu'on nous avait demandé une soirée karaoké, donc on a fait une soirée karaoké. Vraiment, on essaye d'être assez large en termes d'éventail, on n'est pas fermé. Et comme évidemment, c'est pas nous, on fait pas en propre, hein. On fait appel à des partenaires, ça nous permet quand même d'avoir un large éventail d'activités qu'on propose. Du coup, sur les aidants, les difficultés qu'on va rencontrer, bah, nous, on a une grosse problématique, c'est la ruralité du territoire avec des problèmes de transport. Donc, les problèmes de transport, nous, effectivement, on est véhiculés, on a des véhicules à disposition. Mais bah, quand vous êtes à Tournan et que vous devez aller à Provins ou à l'autre bout de Provins, Les aidants, c'est des difficultés qu'eux rencontrent. voilà, nous, on les rencontre et les aidants les rencontrent, hein. Ça va de pair, c'est miroir. Du coup, c'est vraiment une difficulté parfois pour pouvoir bah, participer à certaines activités, parce que vu l'étendue du territoire, on ne peut pas aller chercher tout le monde, ne serait-ce que pour faire une formation. On essaye du coup d'avoir des activités un peu partout sur le territoire, mais c'est pas simple, puisque pour pouvoir démarrer une activité sur le territoire, il faut qu'on ait bah, une file active ou qu'on nous ait orienté au moins 5-6 personnes au départ pour pouvoir faire ces choses-là. Et ça, c'est vraiment une difficulté qu'on rencontre, mais bon, je pense que pour la Seine-et-Marne, c'est un peu tout le monde. Donc, beaucoup d'aidants ont des difficultés à s'identifier comme aidants, donc c'est plutôt difficile pour eux de venir vers notre service. La multiplicité des interlocuteurs qu'il y a maintenant en Seine-et-Marne et ailleurs, hein, mais voilà, ils ont beaucoup de mal à faire les différences. Avant, il y avait le clic, ça leur semblait déjà au bout du monde. Bah, maintenant, vous rajoutez les SAFA, vous rajoutez les PAT, vous rajoutez les CRT maintenant. Enfin voilà, ils font souvent pas la différence entre les différents interlocuteurs. Il manque quand même de disponibilité pour participer aux activités parce qu'il y a toujours le problème de l'aider. Il faut savoir que les plateformes, on a des financements et tout ce qu'on propose, c'est gratuit, mais tout tourne autour de l'aidant. Donc voilà, quand l'aidé il va à l'accueil de jour ou qu'il y a déjà des auxiliaires de vie qui restent suffisamment de temps au domicile, bah, c'est un peu plus simple pour l'aidant de participer aux activités, sinon c'est quand même complexe. Et ensuite, bah, il y a toujours un sentiment de culpabilité pour beaucoup d'aidants à s'octroyer du temps libre. Donc, ils ont parfois du mal à venir vers nous ou en tout cas à mettre en place des choses parce que, bah, comme vous disait Justine, ils ont quand même encore beaucoup de sentiments de culpabilité et ils ont un sentiment de devoir envers leurs proches, notamment les conjoints. Et je lui ai promis d'eux et ils vont jusqu'au bout de l'épuisement. Donc, les difficultés de la plateforme, elles sont un peu en miroir par rapport aux difficultés que je vous ai énoncées des aidants. Donc, bah, nous, c'est toujours la ruralité du territoire parce que, comme je vous disais, si on va à l'autre bout de province, ça marche dans les deux sens. Mais si on met déjà 1 heure à aller en visite à domicile, aller, 1 heure retour, 1 heure de rendez-vous au minimum, bah, dans la journée, vous avez fait 2 rendez-vous. Nos difficultés, c'est qu'on a de plus en plus de partenaires et le nombre important de partenaires fait qu'on finit par ne plus comprendre qui fait quoi, même si on essaye de les rencontrer. Je vous donne un exemple. En 15 jours, on a rencontré pas mal de CRT et on a l'impression qu'ils fonctionnent aucun de la même manière. Donc,
c'est un petit peu difficile. Et puis du coup, le manque de moyens, puisqu'il faut savoir que les plateformes, elles ont un budget par territoire, mais si vous êtes à Paris sur 3 arrondissements, vous avez le même budget qu'en Seine-et-Marne sur 230 communes. Donc ça, c'est une difficulté parce que certes, on est véhiculé, bah, vous voyez le prix de l'essence, c'est quand même une difficulté au quotidien quand on fait 3 visites à domicile chacune ou 2 visites dans la journée. Ça amplifie quand même bah, les coûts. Quand on parle de répit à domicile, donc c'est fait par les aides-soignantes, l'ASG, l'aide-soignante spécialisée en gérontologie de la structure. Donc ça veut dire qu'il faut un véhicule supplémentaire. Donc, tout ça fait que tout ça a un coût assez important et qu'on ne peut pas le démultiplier. Et notamment, les aidants, ils demandent de plus en plus d'activités en individuel en post-Covid. Ça va un petit peu mieux, mais ils ont quand même très peur du groupe. Et bah, ça a un coût très important. Et du coup, on est obligé de limiter les prestations plus la prise en charge de l'aidé, c'est-à-dire qu'effectivement, si jamais, je sais pas, moi, la personne elle a envie de se faire masser, bah, il faut quand même que pendant ce temps-là, même si l'activité du massage est gratuite, il faut que l'aidant il puisse y aller, et il faut que pendant ce temps-là, l'aidé soit pris en charge. Donc financièrement, ça reste quand même un coût. Et voilà, on vous a mis nos coordonnées si vous voulez nous joindre. Donc, comme on vous l'a dit, nos dossiers ils sont orientés en général par des partenaires, mais on a beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Les ESA, les consultations mémoire sont nos principales pourvoyeurs en termes de partenaires. Et puis le moins bon partenaire, ça reste le médecin traitant, parce qu'il n'a toujours pas très bien compris. Alors non, il n'y a pas de. Je vois que Monsieur Hubert ou Madame Hubert du coup demande s'il existe un dossier d'intervention. Non, on n'a pas de dossier d'intervention. Vraiment, c'est le. Vous nous envoyez un mail ou vous donnez nos coordonnées à l'aidant et il nous contacte. On n'a pas de protocole papier. Je nous félicite parce que je trouve qu'on est quand même assez réactif en général à part peut-être vacances, période et encore. On est en général dans les 48 à 72 heures, je dirais qu'on a une réponse, autant pour le professionnel que pour les dents qui nous contactent. Merci beaucoup pour cette présentation. Je reviens rapidement sur la première question qui a été posée, auquel vous aviez répondu, mais peut-être que vous pouvez y répondre également oralement pour ceux qui ne regardent pas forcément le chat. Alors la question était, pendant ces temps de répit, qui s'occupe de son proche? Et en fait, on a du coup l'ASG de l'équipe quand on fait des activités. Du coup, pour les aidants, on demande à l'ASG du coup de cette journée-là. Du coup, elle est banalisée pour la plateforme et du coup, elle fait des activités pour les aider, ce qui permet du coup à l'aidant de participer l'esprit léger à l'activité organisée et que du coup son proche soit pris en charge, accompagné par un professionnel formé et compétent. Alors, C'est gratuitement. voilà, on précise bien que c'est pour les activités collectives. S'il veut aller chez l'esthéticienne, alors des fois, ils arrivent à faire concorder les agendas et ça fonctionne, qui est la l'ASG qui va au domicile, mais vous vous doutez bien que ça ne peut pas fonctionner à tous les coups et pour tout le monde. Parce qu'un ETP, bah, entre les vacances de l'ETP, ça reste pas beaucoup en fait sur la quantité de dossiers qu'on a. Merci beaucoup. Moi, j'aurais une question à vous poser par les temps d'activité proposés du coup pour les aidants et notamment en groupe. Est-ce que ces activités-là ont déjà pu permettre voilà, de favoriser les échanges, les rencontres aussi, peut-être entre aidants et voilà, peut-être permettre une certaine modalité de pair-aidance entre eux? Il y a en effet, je prends l'exemple, on a tous les mercredis un groupe de sophrologie. Oui, c'est les mardis après-midi, pardon, un groupe de sophrologie. Et c'est un groupe donc sur la durée, du coup, qui s'est vraiment soudé. Au point que du coup, il y a des barbecues chez les unes, chez les autres. Et voilà, il y a pas mal d'activités en dehors. Et
par rapport à la paire aidance, dans ce groupe, en l'occurrence, on a une aidante qui est qui a peur de conduire. Et du coup, bah, elle a trouvé du coup une aidante de ce groupe-là qui l'aide déjà, enfin, qui fait du covoiturage pour venir à la sophrologie et qui l'aide aussi quand elle en a besoin à faire des grands déplacements ou voilà, qui va du coup être en soutien pour ces moments-là. Donc, ça a vraiment créé un lien en dehors juste de leur casquette d'aidante mutuelle. Et puis, nous, on a déjà fait des sensibilisations. Je sais pas, l'année dernière, c'était sur les troubles du comportement. Et du coup, sur ces sensibilisations, les aidants ont pu échanger entre eux sur des techniques de comment eux ils faisaient, de ce qu'eux ils avaient mis en place, s'échanger des numéros de téléphone, des choses comme ça. Donc, sur certaines choses, ça fonctionne. D'accord. Euh, Vous avez cité deux dispositifs, le CAJA et le HTA. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est? Peut-être Oui, que pas tout alors le le monde connaît. CAJAS chez nous, c'est le centre d'accueil de jour et d'accompagnement. C'est un accueil de jour Alzheimer, mais pas que, puisque les accueils de jour ont vocation à accueillir les personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie, même si dans les faits, ils accueillent essentiellement des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et maladies apparentées. Du coup, ils peuvent y aller 1 à 3 fois par semaine. Nous n'orientons pas que sur l'accueil de jour de Tournan, puisque vu l'étendue de notre territoire, vous imaginez bien que de Provins, on ne va pas leur dire de venir à Tournan. On leur dit systématiquement, quand ils habitent entre deux accueils de jour, de visiter au moins les deux et de se faire une idée en termes de profil, de ce qu'ils souhaitent, si les activités, les locaux conviennent. Mais on va dire, pour parler de l'accueil de jour de Tournan, c'est un accueil de jour de 15 places et il accueille des personnes 1 à 3 fois par semaine au travers d'activités de type, on va dire, cognitive. Donc là, c'est là où vous avez le plus grand panel. Ça va des jeux de mots, aux jeux de chiffres, aux quiz sur l'histoire. Vous avez tout ce qui est activité sensorielle. Donc, ça peut être la salle Snozellen, on a un chariot Snozellen, ça peut être du massage. On a tout ce qui est activité, tout ce qui est psychomoteur, donc les ateliers chute, les ateliers équilibre, l'activité physique adaptée. Et puis ensuite, on a un volet sur tout ce qui est atelier créatif. Et nous, la particularité de notre équipe, c'est que sur l'accueil de jour, on vous a dit, il y a une ASG sur la plateforme à temps plein. Et en fait, elle travaille 2 semaines en accueil de jour, 1 semaine à la plateforme pour faire le répit à domicile. Et du coup, ça permet aux personnes pour qui on leur propose de l'accueil de jour, elles ont une vraie connaissance, elles peuvent leur expliquer comment fonctionne l'accueil de jour en général, le nôtre en particulier, et ça permet aux aidants et aux aidés d'être plus en confiance et que ça facilite cet outil qui est un vrai outil du maintien à domicile. Voilà. Ensuite, l'UHTA, c'est l'unité d'hébergement temporaire et d'accompagnement. Donc, pareil, on va orienter sur les EHPAD qui ont un service d'hébergement temporaire avec pignon sur rue. Ça veut dire que ce sont vraiment des places dédiées par l'ARS, parce qu'il y a beaucoup d'EHPAD qui proposent ce qu'ils appellent des courts séjours voilà. Des séjours de répit, sauf que légalement, c'est de l'hébergement temporaire, c'est 1 nuit minimum et 90 nuits maximum dans l'année civile, façon continue ou discontinue. Donc nous, sur notre structure, on a 15 places d'hébergement temporaire et après, on les oriente toujours pareil sur ce qui... On leur dit que l'idéal, c'est de choisir un accueil de jour qui a un EHPAD qui a un accueil de jour et un hébergement temporaire où ils pourraient éventuellement mettre leurs proches. Ce qui fait que le dossier d'accueil de jour, par exemple, chez nous, c'est le même que pour l'hébergement temporaire et que quand ils rentrent en EHPAD, s'il y avait besoin, c'est aussi le même dossier et que surtout, ils connaissent le personnel et ils connaissent la structure. Donc, ça facilite quand même les choses. Donc, chez nous, c'est 1 nuit minimum. L'hébergement temporaire sur le territoire, des fois, c'est 7 nuits minimum, hein. Souvent, sur le territoire, c'est minimum 7 nuits. Et les 90 jours, ils sont bien sur l'année civile de façon continue ou discontinue. Donc, ça permet aux proches, la plupart du temps, de partir en congé, de se faire opérer ou vraiment de préparer l'entrée en institution de façon progressive. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question. Est-ce vraiment uniquement pour l'aidant qui vit au domicile avec l'aidé?
Alors, il vit pas forcément avec l'aidé, parce que l'aidant, si c'est un enfant, il peut très bien accompagner son père, sa mère, son oncle, sa tante, qui vivent dans une commune à 20 ou 30 ou même hors du territoire. Donc, il n'y a pas cette notion-là. Ils sont pas obligés de vivre ensemble. En revanche, s'ils rentrent en EHPAD, ils rentrent plus dans le dispositif. Même si on ne fait pas de rupture brutale d'accompagnement, ils sont plus dans le dispositif. Parce que des fois, on nous appelle pour nous dire eh ben, est-ce que vous pouvez nous aider à trouver un EHPAD? Ben non, ça fait pas du tout partie de nos missions. Ou des partenaires qui nous appellent pour du suivi psy chez des personnes qui sont en EHPAD. Ça, c'est pareil. Pour l'aider. Ou pour l'aider. Donc ça fait pas partie de nos missions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question à savoir que vous pouvez lever la main ou prendre la parole directement en ouvrant votre micro? Et puis s'il n'y a pas d'autres questions, ça veut dire que tout était clair. Donc, tout le monde a très chaud. Est-ce qu'on peut vous poser une question? Nous, on est infirmière dans une association, une équipe mobile santé précarité, et notamment, par exemple, on a un couple qui vit à l'hôtel. Donc lui, il a été diagnostiqué à Alzheimer, mais en passant par des consultations PASS, donc via l'hôpital. Et on voulait savoir un petit peu, est-ce que, ce type, je ne sais pas comment on peut dire, mais de personnes peuvent être orientées. Donc, c'est-à-dire, c'est un couple qui vit déjà dans un hôtel social. Donc, c'est pas un logement à eux, hein, c'est un hôtel social. Donc, déjà, est-ce que ça peut être un frein ou pas? Il y a la barrière de la langue, puisque ils sont d'origine bulgare. Donc voilà, et puis là, pour le moment, on essaye de leur ouvrir l'AME, mais pour le moment, il n'y a pas de droit. Donc, à savoir un peu financièrement comment ça se passe, en fait, la prise en charge. Ben, nous, tout ce qu'on propose, c'est gratuit. Alors, D'accord. l'hôtel, on n'a pas encore fait, mais on a déjà fait des maisons en terre battue, hein, parce que quand même en Seine-et-Marne, il y a beaucoup de ruralité et on a quand même certaines situations où c'est... Voilà. Après, il faut quand même savoir que quand la SG, elle intervient, c'est pour libérer du temps à l'aidant. Ça veut dire que l'aidant, il n'est pas sur place. Donc, sur une chambre d'hôtel, ça me semble un petit peu compliqué. Après, à voir comment on peut mettre peut-être d'autres choses en place, mais du répit sur la chambre d'hôtel, ça voudrait dire que l'aidant ou l'aidant, il doit s'absenter, puisque l'idée, c'est vraiment que lui, il prenne un temps pour lui et qu'il souffle. Après, il n'y a pas de financement derrière. Après, on n'envoie pas non plus nos ASG quand c'est un peu bizarre. Je vous donne un exemple. Le psychologue, la semaine dernière, sur un dossier qui nous a été orienté, il m'a renvoyé un mail pour faire un petit topo sur sa visite à domicile. Donc, l'aidant lui a expliqué comment tuer une personne sans laisser de traces en 365 leçons. Il était très bizarre, avec une personnalité très bizarre. Bah, du coup, on va continuer l'accompagnement psy, mais pas au domicile. Vous voyez? On se protège quand même, hein, parce que des fois, quand on va sur les premiers dossiers, ben, on ne sait pas où on va. Enfin, moi, une fois, on a été avec l'ancienne psychologue, on est arrivé dans un petit hameau et puis c'était écrit je tire sur tout ce qui bouge. Il y avait les fusils de chasse accrochés au mur. Enfin, voilà, D'accord. on ne se met pas non plus en danger. Bien sûr. Ouais, donc là, dans ce cas présent, voilà, AME ou pas AME, finalement, enfin, il n'y a pas de, voilà, comme tout ce Ça, que c'est vous pas un proposez est critère. gratuit. Voilà. Par contre, voilà, c'est si pour rencontrer Madame et que, alors après, par exemple, dans l'hôtel dans lequel elle est, il y a une pièce où elle peut, voilà, justement, être vue et où du coup son mari reste dans la chambre, par exemple. Bah, ça, c'est possible. Après, voilà, nous, on s'adapte, hein, parce que enfin, tu as déjà fait des consultations psy En visio, en des vidéo, fois. dans la voiture, quand l'aider n'est pas du tout d'accord. Enfin, Ouais. voilà, Et on fait un si peu. elle parle pas français, du coup, est-ce Ça, c'est plus que... compliqué quand même. Je peux m'en Ouais, voilà. sortir personnellement avec un peu d'anglais, Moi, non. Ouais, mais d'accord.
Voilà, ça va être limité s'il n'y a pas ça. Ouais. Ouais, ok. Oui, et si après il y a un interprète, enfin, c'est pas forcément. Alors, honnêtement, ça peut être, enfin, c'est pas un frein. C'est pas, D'accord. pour le coup, au contraire. Et ça, c'est Ok. plutôt pour madame, pour l'accompagnement de monsieur sur des activités permettre de la stimulation, c'est plus compliqué avec la barrière de la langue, même avec l'interprète. Ça dépend si son travail pas dans le forcément de parler. Mm. Ça peut s'entendre. Après, la barrière de la langue pour le monsieur, par exemple, sur les Alzheimer qu'on a, il y en a beaucoup quand même en Île-de-France, on a un peu toutes les origines. Bah, ils reviennent beaucoup à la langue maternelle. Donc, Ouais. nos ASG ils s'adaptent, hein, avec Internet, ils arrivent à trouver des petites choses. Voilà. Le plus compliqué qu'on ait eu, c'est un monsieur qui était polyglotte et qui, à la fin, mélangeait le russe, l'anglais, l'espagnol, le français. Là, ça devenait compliqué. Voilà, mais quand il n'y a qu'une seule langue, quand il parle plus qu'espagnol ou italien, voilà, c'est quand même plus simple. Ouais. Ok. Merci beaucoup. On a une autre question. Avez-vous besoin nécessairement de l'accord de l'aider pour intervenir? Ben non, puisqu'on s'adresse qu'à l'aidant. Donc l'aider, en fait, des fois, on ne le connaît pas, on ne sait pas à quoi il ressemble, on a juste la description de l'aidant. Pour les VAD, peut-être. Voilà. Mais pour les VAD, évidemment, si la personne elle refuse de voir du monde, la SG ne va pas pouvoir faire grand-chose. C'est-à-dire qu'on ne fait pas non plus de miracle. La SG, elle va au domicile. Si l'aidant, il dit, bah, moi, j'aimerais bien que vous fassiez des promenades avec mon mari, bah, si le mari refuse de passer la porte, parce qu'on a un cas comme ça, bah, enfin, les ASG, elles peuvent rien faire. Mais vont proposer des choses. On Mais, essaie de trouver des compromis pour l'aider, mais c'est vrai qu'on n'ira jamais de toute manière dans le soin contraint ou dans le soin de force. Donc c'est vrai que La majorité de l'accompagnement, c'est pour les dents. nous, les dents, enfin, quand on dit qu'on s'occupe de l'aider, c'est vraiment sur le volet répit pour les dents. Donc en fait, on pourrait très bien imaginer que la SG, elle y va et puis elle est assise sur le canapé en train de regarder la télé avec lui. Quand ils sont à des stades très avancés de la maladie, c'est ce qui se passe. Ou quand ils partent, par exemple, les dents, ils partent 2 heures et demie et qu'au bout d'une demi-heure, bah, l'aider, il ne veut plus rien faire, bah, la SG, elle attend juste en termes de sécurité, c'est juste une présence. Donc voilà. Il n'y a pas vraiment l'accord de l'aider du coup en termes de sécurité. C'était plus dans l'idée, merci hein, pour la réponse, mais c'était plus dans l'idée aussi de me dire, bah, il y a des aidants des fois qui ne veulent pas laisser l'aider, des aidants, pardon, qui ne veulent pas laisser l'aider parce qu'effectivement c'est difficile, ils culpabilisent, comme vous disiez tout à l'heure, etc. Et je me disais, si l'aider refuse tout, est-ce que des fois ça peut pas bloquer en fait l'accompagnement avec un aidant? Parce qu'effectivement, vous intervenez plus pour l'aidant, je me dis que ça a forcément une influence et, et plus Alors, ça. ça peut être problématique. Là, je pense à une situation où l'aidé refuse même de sortir du domicile pour aller en consultation et où l'aidante, bah, elle ne sait plus quoi faire parce que même pour l'entrée en EHPAD, elle l'envisage, mais je ne sais pas comment on va le sortir. Et du coup, on a quand même réussi à mettre en place des VAD, donc du répit à domicile. C'est juste que bah, voilà, les activités sont très limitées, quoi. Il n'y a pas nécessairement besoin de son accord, puisqu'en fait, il y a la présence. Après, évidemment, s'il devient agressif quand il voit quelqu'un qu'il ne connaît pas, encore une fois, c'est la sécurité enfin, de nos collègues et professionnels qui prime. et en parallèle de ça, là du coup moi sur le versant psychologique, ça va être aussi mon travail d'accompagner l'aidant sur cette frustration-là, de voir qu'elle est bloquée par l'opposition de son proche. Et des fois, par les biais aussi de formation, de sensibilisation auprès des aidants, d'arriver à leur transmettre des outils de communication adaptés ou de comportements favorisants, d'arriver avec le temps à contourner ces oppositions. En général, on arrive à débloquer des petites choses, ça prend du temps. D'accord, merci. Ça répond à ma question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une autre question qu'il souhaite poser à l'écrit ou à l'oral?
Oui, bonjour. À partir de quel moment, du coup, une orientation en CAJA est commencée à être discutée ou évoquée? Tout possible. Alors, concrètement, le plus tôt possible, parce qu'on ne peut stimuler que ce qui reste en capacité résiduelle. Donc, si on est à un stade modéré à avancer, ben, on ne va pas pouvoir stimuler et maintenir l'autonomie très longtemps, alors qu'on a eu des accompagnements sur des pauses de diagnostic où est-ce que la personne est arrivée tout de suite à l'accueil de jour, qu'on a pu accompagner 7 8 ans. Et là, du coup, ça prend tout son sens parce que forcément, si vous arrivez sur quelqu'un, parce que certains aidants, notamment depuis le Covid, mettent très longtemps à accepter de mettre en place des choses, bah forcément, s'il arrive avec un MMS en dessous de 10, bah, à part des activités sensorielles, ça va devenir compliqué. Le maintien de la marche, ça va devenir compliqué. L'autonomie pour manger, ça va devenir compliqué. Et je parle même pas des ateliers cognitifs où ça va faire appel à des capacités résiduelles, mais avec un MMS très bas, enfin, c'est quasi impossible, quoi. Donc, on va travailler que sur du sensoriel. Donc, certes, on va apporter du répit à l'aidant, mais on va pas avoir de bénéfice à l'accueil de jour sur l'aidé. Et l'entrée sera plus rapide dans Ouais. l'établissement. Et du coup, les prises en charge sur l'accueil de jour, elles sont d'ailleurs depuis plus réduites qu'auparavant. Parce qu'en fait, avant, quand on avait des gens ils arrivaient à l'accueil de jour, ils avaient en moyenne un MMS entre 15 et 25. J'ai ouvert l'accueil de jour en 2009, donc j'ai quand même pas mal de recul. Entre 15 et 25, et de plus en plus, ils arrivent avec un MMS en dessous de 15, voire un MMS pas évaluable. Donc forcément, les accompagnements, ils durent moins longtemps et du coup, il y a des entrées en EHPAD plus vite et c'est beaucoup plus frustrant pour tout le monde, même pour l'équipe. Parce que les activités sont forcément pas les mêmes. Quand vous avez des gens qui ont encore de belles capacités résiduelles, ils font quand même plein de choses, hein. Nous, avec notre ASG qui est formée en art-thérapie, en musicothérapie, elle arrive à leur faire plein de choses. On a une ASG qui va être beaucoup sur tout ce qui est massage, parce qu'elle a été formée sur tout ce qui était sensoriel, Salz-Nozelen, etc. Donc ça va marcher sur des stades avancés. Mais vous voyez, sur tout ce qui est cognitif vraiment pur, bah, c'est quand même plus compliqué. Quand vous avez un vrai manque d'humour, quand vous avez des troubles praxiques qui font que vous ne pouvez plus faire d'exercice à l'écrit, ou certains ateliers, même bricolage, on n'est pas dans la minutie, hein, mais que ce soit un atelier bricolage pour un homme, si on n'arrive plus à tenir un marteau parce qu'il y a des troubles praxiques trop importants, parce qu'on leur fait tout faire de chez nous, hein. Peinture, mobilier. Là, ils sont en train de monter un aquarium aujourd'hui. Je sais pas s'ils veulent se baigner dedans, mais voilà. Vraiment, ils font plein de choses différentes. Ils font des ateliers jardinage parce que sur l'accueil de jour, on a un extérieur et on a des jardins thérapeutiques adaptés. On a de l'équithérapie une fois par semaine, enfin une fois par mois, pas par semaine. Il y a quand même beaucoup de choses différentes et des choses qui fonctionnent bien mieux en début de maladie à des stades modérés. Malheureusement, les médecins traitants ont tendance à dire que l'accueil de jour, ça sert à rien en début de maladie, et ce qui n'est pas du tout le cas. Ouais, ouais, au contraire, ouais, va aider, quoi. Mm. Ok, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre participation. Merci beaucoup à nos intervenantes pour cette présentation de ce jour.